Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, disons, on reçoit l'honorable Omar Mariko, président du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Avec lui, notre entretien va porter sur la vie du parti SADI, l'interpellation de l'ex-ministre de la Défense et des anciens combattants par l'honorable Mariko et sa visite en Russie. Nous parlerons aussi de l'accord politique et du refus du SADI d'entrer au gouvernement. Et enfin, nous allons aborder la question de l'école qui traverse une grande crise depuis des mois. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer par le premier axe de cette émission, la vie du parti. Le congrès du parti était prévu pour le 23 et le 24 mars, finalement prolongé jusqu'au 25. Peut-on parler d'un problème d'organisation, de planification? Bref, que s'est-il passé alors? Bien, je vous remercie. Bien avant de commencer, permettez-moi quand même de me réjouir du fait que votre confrère Cissé a été retrouvé, sorti, et en même temps profiter de cette occasion pour condamner les différentes atteintes aux libertés d'expression et de presse, et en souvenir à Biram Touré, dont on n'a pas encore réglé la question. Je pense qu'il faut que le régime arrête ces pratiques-là dignes d'une autre époque. Et le congrès a duré du 22, du 23 au 24, jusqu'au 25. Oui. Et en fait, on aurait voulu que ce congrès aille même au-delà. Si nous n'étions pas tenus par des questions financières, on serait allé jusqu'au-delà. Parce que la première fois que nous organisons un congrès qui mobilise 1243 personnes, et avec des débats très très riches sur la question des statuts règlements qu'il fallait adapter à la vie actuelle du parti, les questions d'organisation, des démarcations, parce que le parti est allé un peu au-delà de la date normale de tenue du congrès. Alors donc on a vraiment préparé ce congrès et les congressistes sont restés accrochés à tous les débats. Figurez-vous que à 2h, 3h du matin encore, nous étions dans la salle et vous pouvez compter 800 personnes dans la salle. Et des questions qui concernaient, par exemple, d'actualité, qui concernaient la présence des députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est des questions qui ont pris beaucoup de temps, beaucoup de débats. Et la question de l'élection même du bureau au niveau du parti a aussi pris du temps parce qu'on a été obligé de passer au peigne fin. Chaque candidat, figurez-vous, un candidat ou quelqu'un qui était présenté, les gens qui étaient présentés par la commission d'investiture, l'Assemblée a eu à se prononcer sur chaque élément. Alors donc, à telle enseigne que nous avons été obligés, compte tenu de la modicité des moyens, de mettre la commission d'investiture avec le bureau sortant et le présidium du Congrès à se retrouver pour pouvoir passer un à un les différents acteurs qui devaient prendre les destinées du parti. Et en même temps, nous savons quand même que les congrès au sein du parti sont normalement annuels. Oui. Et les SADI venaient quand même de passer presque plus de 3 ans sans congrès. Non, notre congrès c'est triennal. Ah, triennal. Voilà. Okay. Notre congrès c'est triennal. Depuis déjà 2014. Exact. En 2014, on a fait le congrès. En 2017, normalement, on devait faire un autre congrès. Mais nous avons été bloqués. Nous avons été bloqués parce que nous avons eu à organiser beaucoup d'élections partielles, des élections de députés à Yorosso, des élections de députés en commune 5. Nous avons été pris par ces différentes sorties et nous avons complètement paumé toutes nos ressources financières. Alors donc, les structures du parti, nous avons été obligés d'informer les structures du parti pour remettre le congrès. De commun accord, nous avons décidé de remettre le congrès à une année plus tard. Cela était donc légal et légitime? Cela était légitime, mais pas légal. C'était légitime dans la mesure où les uns et les autres ont été informés, les structures étaient d'accord qu'il fallait remettre le congrès. Nous étions en parfaite légitimité, mais les textes demandent qu'on finisse le congrès 3 ans après. Alors donc si on n'a pas tenu le congrès 3 ans, c'est illégal.
Mais la légitimité commande la légalité. D'accord. 2002, 2007, 2013, 2018, vous avez été candidat à l'élection présidentielle 4 fois. Et vous n'avez jamais été à la 4e place déjà au premier tour. Oui. Alors pour certains, c'est là en fait dénote du fait qu'il est grand temps que l'honorable Mariko cède la place à d'autres visages du parti. Bon, ça peut être des propos que l'on peut entendre ça et là en dehors du parti. Je vous préviens parce que d'abord en 2007 j'étais 4e. J'étais d'abord 3e. Et d'abord pour dire que l'élection présidentielle, ma présence comme candidat à l'élection présidentielle n'a jamais été un problème de volonté personnelle. Et la première fois qu'on est allé au congrès, à la présidentielle en 2002, Cheikh Oumar Sissoko était le président du parti. C'est lui que moi j'avais désigné pour être le candidat du parti. Et c'est lui qui a cédé. Et c'est les congressistes. Enfin, on a fait un complot l'un dans le dos de l'autre. Moi, je voulais que Cheikh Oumar se présente à l'élection présidentielle. Et lui, il allait voir la commission d'investiture pour la pousser à ce que ce soit moi, en tant que secrétaire général, qui soit le candidat du parti. Donc, ce n'est pas Oumar qui s'est levé pour dire « je vais être président de la République, candidat du parti ». Et en plus, quand il y a eu les élections de 2007, j'étais en 3e position quand le président Matouma Touré m'a appelé vers 1h, 2h du matin et me félicitait parce que j'étais à la 3e place. À la 3e place, et puis je lui ai fait comprendre, remarquer que dans beaucoup de circonscriptions où j'ai été 2e, notamment Nyonon, Kolondjeba et Kouchala, j'étais vraiment prié. Alors donc quand j'ai fait ces remarques-là, il y a eu des échanges entre nous. Et le lendemain, je me suis retrouvé en 4e position alors qu'il m'avait dit « si je peux faire quelque chose pour que tu restes à ce niveau-là, je le ferai ». Je lui ai dit donc voilà, la question de la transparence des élections est posée à la République du Mali. Et en 2018, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas eu d'élection au Mali. Si le fichier électoral, si jamais le fichier électoral est intelligible, est transparent, et que l'achat des consciences est bloqué dans notre pays, heureusement que la loi électorale a interdit l'achat des consciences, mais vous avez vu, avec toutes les révélations qui ont été faites dans les réseaux sociaux par des différents acteurs, vous avez vu comment l'argent a circulé pour acheter les consciences, pour acheter les grands leaders. Et personne de ces candidats, entre guillemets, des grands, n'a échappé à cela. Alors donc si cela devrait se faire, je suis sûr et certain que déjà en 2007, ATT ne serait pas président de la République. Déjà en 2002, ATT n'allait pas être président de la République parce que c'était Ibrahim Boubacar Keïta qui avait réellement gagné. Et en 2007, il ne serait pas président de la République du Mali. Alors donc, c'est pour vous dire, nous nous sommes battus au Mali et partout en Afrique pour qu'il y ait des élections transparentes. Et aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de coup d'État, qu'il n'y ait pas de coup de force. Mais aujourd'hui, dans presque tous les pays africains, même au-delà, la problématique de la transmission du pouvoir est posée en termes de transparence dans les élections. Malheureusement, on assiste à des coups d'État d'une autre nature dans les dites démocraties africaines qui nous font tellement réfléchir que nous pensons aujourd'hui, je pense personnellement aujourd'hui, qu'il n'y a que les insurrections qui payent. Parce que s'il n'y a pas d'insurrection, le peuple ne peut pas exprimer véritablement sa pleine souveraineté dans les différentes élections. En tout cas, c'est une problématique qu'il faut voir. Ce que beaucoup de gens n'ont pas quand même compris, honorable, c'est qu'en 2018, vous étiez convaincu que l'élection allait être mal organisée. Vous avez même porté plainte contre l'organisation de cette élection jusqu'au niveau de la CEDEAO. Oui. Mais malgré tout, vous êtes quand même parti à cette élection. Nous tirons des enseignements du passé. En 1997, nous n'étions pas un parti politique pour le moment, mais nous avons participé à des combats pour exiger la transparence des élections. Et en 1997, on a créé le collectif des partis politiques, l'opposition et mouvement. Parce que, à cause de la débâcle électorale que nous avons connue en 1997, suite à un manque même de fichiers électoraux crédibles. Alors donc, à partir de cet instant-là, on a boycotté les élections. On a boycotté les élections et pendant 5 ans, ça s'est terminé. Évidemment, après, les acteurs politiques ont fait des négociations comme ils savent le faire. Et finalement, on a tiré des enseignements comme quoi le boycott n'est pas productif. Il faut y aller pour faire en sorte que les populations se rendent compte en réalité, par pédagogie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que nous avons fait. Et nos militants
beaucoup de nos militants et beaucoup de sympathisants, de personnes qui nous appréciaient, étaient sûrs que nous allions passer. Et malgré les explications que nous avons données, les gens étaient circonspects, ils n'étaient pas très sûrs, ils n'étaient pas d'accord, convaincus avec ce que nous avons dit. Alors donc, ce point de vue-là, quand les masses n'ont pas adhéré à une cause, il faut aller avec elle. Il faut aller avec, c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, tout le monde s'est rendu compte. Si nous n'étions pas partis, les gens allaient dire, oui, vous avez vu, si vous étiez partis, on était déterminés à faire ci, à faire ça. Maintenant, chacun tire ses enseignements et ces débâcles électoraux-là instruisent aussi le peuple. D'accord, nous allons maintenant parler de l'interpellation de l'ex-ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Tchemoko Sangaré, oui, au niveau des questions orales. Et votre interpellation, quand même, a suscité beaucoup d'articles au niveau de la presse, des gros titres comme questions orales à l'Assemblée nationale, Omar Mariko, M. Tchemoko Sangaré au pied du mur. Vous l'avez interpellé, je crois, le 17 avril, oui, si mes chiffres sont bons. Alors, juste après, je dirais, ou quelque temps après l'attaque de Djoura qui a eu lieu le 17 mars, au Gossagou le 23 mars, et quelques jours après votre interpellation, à Guiré aussi, il y a eu une attaque le 21 mars. Alors, que reprochez-vous au juste au ministre de la Défense d'alors? En réalité, c'est le système IBK, le régime qui est en place, qui n'est pas à la hauteur de souhait par rapport à la défense et à la sécurité. Comme le ministre est le porte-parole du gouvernement, il en prend à la place du régime, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on reproche? Je reproche le fait que nous avons une armée qui n'est pas véritablement une armée aux normes. Et la faute incombe au niveau stratégique de l'armée, mais la faute incombe surtout aux politiques. Et quand on prend le pouvoir dans une crise de cette nature-là, je pense qu'il faut avoir une armée construite sur des valeurs, équipée, bien éduquée et bien renseignée. Il n'y a rien de tout ça dans l'armée malienne. L'armée malienne, malgré tous les budgets qui ont été votés à l'Assemblée nationale pour elle, nous avons assisté à des situations rocambolesques. Je vous dis deux éléments que j'ai soulevés dans cette histoire. La première chose, c'est le problème du matériel, les questions d'avion que j'ai évoquées. Vous savez, l'armée malienne était une armée bien dotée et grâce à la coopération avec la Russie. Nous avions une flotte aérienne très respectable dans la sous-région. Nous avions des engins lourds qui nous faisaient respecter dans la sous-région, des tanks, les T-35, etc. On avait des missiles, sol-air, on avait des Mi-24, on avait des avions de combat. On avait vraiment une flotte aérienne et puis comment on appelle ça, une artillerie respectable. Mais progressivement, avec le concept qui a consisté à dire qu'une démocratie forte n'a pas besoin d'armée, nous nous sommes retrouvés à démanteler tout ce matériel-là. Et les derniers démantèlements qui m'ont fait vraiment mal, parce que j'ai vu des adjudants-chefs qui sont venus me voir et qui ont pleuré, c'est la désintégration des missiles sol-air que nous avons reçus de type soviétique, et les missiles Pichura que nous avons reçus de l'Union soviétique. Et cette désintégration a été faite par des experts français, ce qui est déjà une très mauvaise image qu'on donne à la République du Mali. Et les achats d'avions de combat, dans lesquels il n'y a pas de pilote de combat, et dans lesquels également il n'y a pas d'obus. Donc des jouets qu'on a pratiquement achetés au moment où des gens sont en train de mourir comme des mouches, ça me révolte. L'autre chose qui est révoltant, c'est la base d'inscription dans l'armée. Dans le temps, l'armée, les inscriptions dans l'armée, les recrutements dans l'armée se faisaient depuis le village jusqu'au niveau national. Il n'y a pas d'argent qu'on donnait. On faisait tout le monde s'équivalait. Pas d'ethnie, pas de région, pas de situation sociale. Les gens étaient recrutés normalement. Mais aujourd'hui, les recrutements se font sous fond d'argent. Aujourd'hui, les grades se donnent sur des façons népotistes. Ce n'est pas seulement l'armée qui est dans une situation de ce genre, mais la problématique aujourd'hui, les problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui, la question de l'armée est centrale, la question de l'école est centrale, la question de la santé est centrale.
Alors donc, lorsque le régime a un comportement de cette nature-là, devant la sécurité, et aujourd'hui, qu'est-ce que l'État malien contrôle aujourd'hui sur le territoire malien? Absolument rien. De Kidal à Mopti, et même dans la région de Koulikoro, il y a beaucoup de villages dans lesquels il n'y a aucune absence, aucune présence de l'administration, de l'école, de la santé, des services sociaux de base. Alors donc, vraiment, je me voyais dans l'obligation d'interpeller le ministre pour démontrer au peuple malien, en fait, que ce qui se passe, c'est que le régime a choisi d'abandonner les populations. Et nous voyons quand même que... Après l'interpellation que vous avez vue. Oui, il y a eu après Guiré. Voilà. Mais sauf que nous nous demandons aussi, honorable, pourquoi vous n'avez pas essayé de rencontrer le ministre de la Défense qu'il était à l'époque sans l'interpeller d'abord? Vous savez, à l'Assemblée nationale, le gouvernement est une continuité. Le ministre a l'occasion de me voir face à face avec un de ses prédécesseurs, Soumoulou Bouemaïga, qui était ministre de la Défense, que j'ai interpellé fortement sur les mêmes questions pour lesquelles j'ai interpellé le ministre. Mais de toute façon, moi je ne suis pas un député de la majorité. D'une part. D'autre part, le ministre l'est payé pour faire un bon travail d'exécution pour le Mali, et je suis payé pour être l'oreille, les yeux et la bouche de mon peuple. Donc chacun dans son rôle, chacun à son poste. Mais est-ce qu'on ne peut pas ajouter autre chose à son propre rôle déjà honorable? Par exemple, si vous partiez le voir vraiment à temps, peut-être on aurait pu éviter Guéré. Mais vous savez, je l'ai déjà fait, hein. Pas lui. Je l'ai déjà fait, c'est pourquoi je dis tantôt que l'administration est une continuité. Je l'ai déjà fait, vous savez, même par écrit. Son prédécesseur immédiat, Tchemlan Koulibaly, je l'ai saisi par rapport à l'histoire des sous-officiers et hommes de rang. Comment des sous-officiers qui ont été purement et simplement victimes du népotisme, on les a chassés de leur formation, on les a repris maintenant. On les a repris et ils sont en train de sortir. Mais pour les reprendre, ça a été la croix et la bannière. J'ai tellement fréquenté le ministère de la Défense que j'étais pestiféré, juste avant l'arrivée de Tchemogo. Alors donc pour moi, c'est du pareil au même. J'étais dans une position, il fallait interpeller, j'ai interpellé, j'ai joué mon rôle. Et après cette... Et aussi, il y a un de mes éléments de préoccupation pour moi. C'est la présence des armées étrangères sur notre territoire. Pour moi, ces armées étrangères, avec un effectif impressionnant, je ne sais pas comment ces armées collaborent avec l'armée malienne. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont comme effectif, comme matériel, comme moyen à leur disposition, on ne peut pas, s'il y a une collaboration pour lutter contre le terrorisme, l'armée malienne ne devrait jamais être surprise. Il devait y avoir une étroite collaboration entre ces différentes forces. Là, ça n'existe pas. Chacun opère dans sa zone et les populations ne sont protégées par personne, ni par l'armée malienne de façon efficace, encore moins par les armées de l'aménagement et les armées de la France, l'armée Barkhane. Et pire que ça, les volets qui transportent le G5 Sahel à Badalabougou, en plein cœur de Bamako. Alors donc c'est pour attirer en fait les djihadistes sur la capitale. Et c'est pour cette raison, ça aussi c'est un élément important, c'est pour cette raison que je dis, et je vous promets, c'est une résolution que je vais présenter à l'Assemblée nationale pour non seulement demander que le G5 Sahel ne soit pas à Bamako, mais aussi demander, interroger et prendre une résolution pour qu'on nous explique la présence des bases militaires étrangères sur notre territoire. Il faut que cela doit être discuté par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, on enfreint à notre souveraineté, et c'est le régime qui enfreint à notre souveraineté. Alors je vais poser cette résolution, je vais proposer la résolution à l'Assemblée nationale, et on verra si les députés vont me suivre ou pas. Parce que dans tous les cas, c'est une question de majorité, et nous ne sommes que 5 députés à l'Assemblée nationale du côté du SADI, et j'espère que les autres collègues vont pouvoir accepter cette résolution pour laquelle ils auront le loisir de pouvoir apporter des modifications au texte que je proposerai. En tout cas, après l'interpellation du ministre de la Défense et des anciens combattants, vous avez été en Russie du 22 au 25 avril. Et à Donetsk, vous avez accordé une interview à une agence de presse. Au cours de cette interview, vous parlez de 4 armées au Mali. Et vous parlez de l'armée nationale du Mali parmi 3 autres armées d'occupation défaites au Mali. Alors, comment vous verriez l'organisation de l'armée malienne
dans sa relation avec ces autres forces-là qui sont sur le territoire malien. Vous savez, la question n'est pas l'armée. La question, c'est le pouvoir d'État. D'abord qu'il faut résoudre. Si on règle la question du pouvoir d'État, c'est pourquoi pendant les élections présidentielles, j'étais très clair. Hein. J'ai dit, si j'avais été élu, en un an, je finis avec l'existence de toutes ces armées-là sur le territoire national, la question de la sécurité, où je rends les clés du palais. Et je suis sur cette base-là. C'est pour vous dire simplement que ce n'est pas l'armée en tant qu'élément isolé. Et ma vision, c'est une question de vision. Ma vision aujourd'hui, c'est qu'il faut reconstruire l'armée nationale. Et les stratégies en cours aujourd'hui ne permettront jamais de reconstruire une armée nationale. Parce qu'on dit DDR, c'est-à-dire la même potion, l'aménagement a la même potion comme le FMI et la Banque mondiale ont les mêmes potions économiques. L'aménagement a la même, les services de maintien de la paix des systèmes des Nations Unies, c'est la même potion. Et pacification, interposition, et puis désarmement, et réintégration, intégration. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de mettre fin à la guerre fratricide au Mali par le dialogue politique qui suppose des gens auxquels les uns et les autres ont confiance. Donc c'est le fait politique qui est prédominant pour résoudre la question nationale. Et une fois que cette question est résolue, un des éléments de résolution de cette question-là, c'est la construction d'une nouvelle armée. Une armée nationale qui prend en compte les réalités actuelles. Les réalités actuelles, c'est que le pays est traversé par des armées. Même les milices, qu'on appelle milices, c'est des armées. Et toutes ces armées-là, c'est donc des Maliens qui sont arrivés à prendre des armes dans des circonstances bien déterminées. Et le politique doit juguler ça. Et nous devons passer à une autre phase, la construction d'une armée nationale par notre propre vision, qui va être une armée, le creuset de l'unité nationale et qui va garantir notre territoire, l'intégrité de notre territoire. Ce serait une armée construite par les enfants de ce pays sans considération régionale, ethnique, sans aucune considération d'aucune sorte, mais simplement des Maliens décidés à mettre fin à ces guerres-là et engagés à reconstruire leur pays à un rythme très accéléré. Mais cela demande une vision politique. Donc le problème ne peut pas être résolu par le simple fait de l'armée, en tout cas la position actuelle de l'aménagement ne pourra jamais résoudre la question militaire au Mali. Et étant donné que le pouvoir actuel suit la communauté internationale, je crois qu'on a encore, hélas, des jours sombres qui nous attendent. En tout cas, nous restons toujours en Russie avec vous. Votre visite a été vraiment suivie par les Maliens. Beaucoup d'images ont circulé sur les réseaux sociaux. Absolument. On parle du musée de Koubenka en Russie, un musée créé, bon, pas créé, en tout cas un musée qui a en son sein tous les engins blindés de la Russie de 1917 à nos jours. On y trouve des pavillons entiers d'armement que les Russes ont pu alors prendre des autres belligérants sur 10 km. Vous avez été visité là-bas. Ouais. Alors il y a eu une grande polémique. Il y a des gens qui pensent que non, ce n'était pas un musée, mais c'était plutôt un magasin d'armement russe, mais très secret, qui n'est pas ouvert à tout le monde. Alors quelle est votre version en fait entre les deux thèses, ou alors vous avez été sur les deux sites? Bon, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que d'abord, j'ai été invité par le ministère russe de la Défense comme expert sur les questions de défense. Bon, c'est eux qui l'ont vu, c'est eux qui m'ont vu, c'est eux qui m'ont proposé, et c'est eux qui m'ont invité. Mais ce que je veux vous dire, c'est si c'était aussi secret que ça, je n'aurais pas pris d'image pour le divulguer. Et si j'ai fait des rencontres d'une autre nature, dans d'autres niveaux, eh bien, croyez-moi, je ne vais pas le dire sur un plateau de télé. Je ne le dirai même pas entre 4 chambres à certains niveaux. Mais une chose est claire, c'est que c'est impressionnant. C'est que la Russie, c'est le musée patriote. On l'appelle le musée patriote. Koubenka. Oui, bon, Koubenka justement. Nous sommes allés dans des coins les plus reculés. On a vu tous les engins, comme vous l'avez dit. Nous avons vu toutes les guerres auxquelles la Russie a participé. Et pendant lesquelles guerres la Russie a eu des engins, a pris des engins stratégiques et les a amenés là.
Et en même temps, elle-même, depuis l'Union soviétique, évidemment, tous les engins que la Russie, que l'Union soviétique, ensuite la Russie, a fabriqués pour faire face à ces engins de guerre de l'ennemi, sont aussi sur ces musées-là. Et en même temps, il y a même des armements nouveaux, de type nouveau, qui sont aussi dans les coins du musée. Alors donc, ce qui est important dans cette histoire-là, parce que je ne ferai pas l'insulte de voir parler de cette visite-là dans tous ces coins et les recoins, ce n'est pas l'objet. Mais ce qui est important, c'est que la réaction des Maliens m'a agréablement, pas surpris, mais interpellé. Ça veut dire que les Maliens attendent fortement une coopération militaire avec des pays autres que les pays classiques avec lesquels nous sommes. D'ailleurs, la Russie est un pays classique avec lequel le Mali a eu son décollage en termes d'armement au Mali. N'oubliez pas une chose. Mais permettez-moi de vous interrompre à ce niveau. Oui. Quand on sait par exemple qu'à Kubenka, oui, alors il y a des pavillons, oui, des pavillons d'armement américains, que les Russes ont pris des Américains, oui, qu'ils ont pris des Français, qu'ils ont pris des Italiens. Alors pour beaucoup de Maliens, vous êtes en train de promouvoir plutôt un partenariat militaire Mali-Russie au détriment du partenariat militaire que nous avons avec la France, avec la MINUSMA et autres. Mais pourquoi les gens vont voir au détriment? Parce que pour eux, oui, alors vous êtes plutôt l'apôtre d'un partenariat militaire avec la Russie, mais qui va exclure les autres partenariats militaires avec les autres pays d'Europe. Mais vous savez, on ne peut pas exclure les partenariats militaires et vouloir être un homme d'État, c'est pas possible. Mais il y a des partenaires et des partenariats. Nous avons signé un accord de défense avec la France, accord de défense que je conteste, parce que c'est des accords qui écorchent notre indépendance, notre souveraineté. Et avec de tels accords, on est en train de vouloir construire des bases militaires sur notre territoire. Moi, je ne suis pas d'accord qu'avec l'installation de bases militaires chez nous, tant que cela n'est pas connu et débattu au sein de la représentation nationale, l'Assemblée nationale. Au moins, c'est le moins, le minimum qu'on puisse faire. Mais je suis pour un partenariat avec la Russie. Un partenariat pour la Russie, mais un partenariat pour la Russie qui n'exclut pas, comment on appelle ça, les autres partenariats. Mais il faut reconnaître une chose, sur le plan international aujourd'hui. La Russie se trouve être du côté du camp de la paix. La Russie se bat aujourd'hui pour ses intérêts, évidemment. Qui ne se battrait pas pour ses intérêts? Mais dans le respect de l'indépendance et de la souveraineté des autres pays. Imaginez que la France, à la tête de l'OTAN, ait déclaré une guerre à la Libye sur du mensonge contre Kadhafi qui a été taxé d'avoir bombardé son peuple à Benghazi. Et suite à cela, ils ont ouvert la boîte à Pandore. Et non seulement ils ont ouvert la boîte à Pandore, mais ils ont aussi permis qu'à des Maliens aillent sur les Champs-Élysées pour proclamer l'indépendance d'une partie d'un territoire inscrit, d'un pays inscrit au système des Nations Unies, comme la France. Je trouve ça inamical, je trouve ça une atteinte grave à l'indépendance et à la souveraineté de notre pays. Et maintenant, injecter ces personnes-là sur le territoire malien pour exiger la partition de notre territoire. À partir de cet instant-là, une coopération avec un tel pays doit être regardée avec beaucoup de munitions. Parce que ça n'a pas respecté notre indépendance. Ça n'a pas été fraternel de la part de la France. Et mieux, quand vous écoutez les discours de M. Le Drian, d'Alain Juppé, mais c'est attentatoire à notre dignité, à notre personnalité. Et alors de ce point de vue-là, ce n'est pas la France en tant que telle. Ceux qui représentent la France aujourd'hui sont des dangers pour les pays comme les nôtres. Alors donc de ce point de vue, alors nous ne pouvons pas transiger là-dessus. Mon combat pour qu'il y ait un partenariat avec la Russie n'exclut personne, mais il s'agit simplement de rétablir un fait historique et en même temps, le fait historique qui a donné beaucoup au Mali et dont la plupart des militaires aujourd'hui à la retraite ou au bord de la retraite sont nostalgiques. La plupart de nos éléments qui maîtrisent des engins sérieux ont été formés par la Russie et ces engins ont été détruits. Imaginez que des missiles que nous avons qui peuvent rattraper n'importe quel avion espion
ou non désiré sur le territoire malien, nous l'avions. Nous l'avons mis, ce missile-là, avant même la France, qu'il a eu après nous. Imaginez des obus que nous avions, des chars que nous avions, qu'on appelle les orgues de Staline, qui peuvent se sortir 20 et 40 obus à l'intermédiaire de 20 secondes. Et chaque obus peut raser 1 hectare, 40 hectares en quelques secondes, en moins d'une minute. Vous voyez, ça c'est redoutable. Le Mali avait ses avions, avait ces chars-là. On avait aussi des avions. Tous les vendredis matin, les avions survolaient le territoire malien. Les avions de l'armée malienne, pilotés par des Maliens. Ça fait la fierté d'une nation. Alors donc, c'est pour nous, un pays qui nous a donné toutes ces facilités-là. On ne peut pas tourner le doigt à un tel pays, puisse à rendre à jaloux d'autres. Si les autres sont jaloux, on peut revoir la coopération avec eux. De toute façon, notre pays a besoin de diversité dans la coopération, de diversité dans le partenariat. Mais cette diversité dans la coopération, il y a un manque aujourd'hui au Mali. La Russie est un manque. Et chaque partenariat se doit de respecter le Mali, de respecter son indépendance, de respecter les Maliens et de venir plutôt en coopération avec les Maliens qu'en donneur de leçons. En tout cas, vous parlez tout à l'heure du camp de la paix, oui. À Donetsk, l'interview dont je parlais tantôt. Dans cette interview, vous avez évoqué effectivement ce camp de la paix et vous avez parlé des pays dits sollicités pour ces camps de la paix. Vous citiez la Russie, la Chine, le Venezuela, l'Iran dans cette interview. Oui. Alors, dès lors qu'on a un camp de la paix, oui. Peut-on parler aussi d'un camp qui n'est pas celui de la paix? Si oui, quels sont alors les pays qui entretiendraient alors ces camps de la guerre, par exemple? Mais c'est bien clair. Vous voyez l'attaque de la Syrie. À cause des richesses de la Syrie, des richesses énergétiques de la Syrie, on attaque la Syrie. Vous avez vu tous les mensonges qu'on a faits contre Saddam Hussein pour s'ingérer dans les affaires de l'Irak. Après, c'était l'Iran qui était sur le point de mire. L'Algérie aussi était un point de mire. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Nous, presque un pays voisin, en tout cas un pays frère. Qu'on descende dans ce pays, qu'on liquide le chef de l'État du pays de la manière dont nous avons vu faire. Et tout cela a été soutenu par un camp. Voyez la Côte d'Ivoire. Voyez la Côte d'Ivoire, comment l'armée française s'est comportée en Côte d'Ivoire, a tiré sur les citoyens à vue. Parce que simplement, ils ne sont pas d'accord avec un régime qu'ils veulent forcément que ce régime s'en aille. Heureusement, aujourd'hui, Soro Guillaume a parlé. Alors donc, tous ceux qui ont fait ces guerres-là, à coup de mensonges, à coup d'atteinte à la souveraineté des pays, c'est les mêmes. C'est les pays de l'OTAN. Il ne faut pas s'en cacher. Ce n'est pas eux qui sont aujourd'hui au Venezuela, en train de vouloir déstabiliser par tous les moyens le régime du Venezuela, de Maduro. Non, les peuples ont besoin aujourd'hui de paix. Ce n'est pas pour les besoins de fructification de leur richesse, pour mettre la main sur les énergies des autres pays qui vont faire la guerre. Ils doivent plutôt faire la promotion de la coopération. Mais là, ce camp est connu. Ce camp, c'est les Américains. Le camp, c'est les Français. Mais sachez bien qu'en Russie, il y avait des représentants des États-Unis en Russie. Alors quand il a pris la parole, il a dit oui, je viens des États-Unis et je crois que c'est un sénateur. Mais attention, ce n'est pas des fake news. C'est une réalité. Je viens des États-Unis, je suis sénateur. La salle a éclaté de rire. Parce que les gens savent bien que plus belliqueux que l'État américain aujourd'hui, alors là, tu vas voir. Alors donc, il a parlé de ça. Ça veut dire que dans ces pays-là, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, vous avez le camp de la paix existe dans ces pays. C'est des gens qui se battent au quotidien pour que leur pays, leur peuple n'aille pas en guerre. Et ils se battent contre les régimes. Donc, en fait, c'est les régimes qui sont mis en question et non les pays et les peuples. Alors donc, je viens de la France. J'ai participé à la fête du 1er mai avec les Français. Et j'ai évoqué, c'était l'occasion pour moi d'évoquer que le 1er mai 1898, c'est un jour de deuil pour le Mali, qui devrait être un jour de deuil pour le Mali, parce que le 1er mai 1898, le capitalisme colonial français a attaqué le Tata de Sékasso pour faire même basse sur Sékasso, parce que simplement Babemba a refusé
l'installation d'une base militaire française en 1898 sur le sol du Kénédougou. Alors donc pour ça, c'est le 1er mai et 1898, le Mali devrait quand même se souvenir de cela, rendre cela national pour qu'on se souvienne de la victoire que le colonialiste a eue de façon armée contre un des dignes fils de notre pays qui était Babemba Traoré. Et je sais que le dernier rempart a été Firoun, et ce qui a consacré la même mise coloniale sur le Mali pendant plus de 75 ans. En tout cas, vous déplorez le fait qu'à la conférence de Yalta, l'Afrique ne soit pas représentée depuis, et vous êtes quand même promoteur d'une idéologie. Vous avez un appel à l'endroit de tous les pays d'Afrique, mais à l'endroit aussi de la Russie et des pays du camp de la paix, pour que lors des forats, l'Afrique puisse être représentée. Alors, nous voyons quand même que vous nous parlez du modèle russe, mais est-ce que la démocratie russe aujourd'hui aussi doit être un modèle pour nous quand on voit alors comment Poutine arrive à jouer avec le système? Vous savez, je vais vous dire une chose. J'étais observateur aux élections en Russie. Je peux vous dire que les élections, tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec Poutine, tous ont reconnu que dans tous les cas de figure, Poutine allait gagner ces élections. Parce qu'il est effectivement populaire. Ça, c'est une réalité. Les gens ont simplement déploré le fait qu'il y a eu un peu plus de pourcentage qu'il a eu, qu'il n'aurait pas dû avoir. Mais dans tous les cas, tout le monde est unanime que Poutine allait passer au premier coup parce qu'il est véritablement soutenu. Mais on ne parle pas des élections en France. Les élections qui ont vu Macron passer, il y a eu 500 000 voix qui ont été retrouvées. Plus de 500 000 personnes ont voté 2 fois. Ça fait 1 million de voix. Alors, il y a eu beaucoup de quoi comme ça qui sont sortis dans les élections en France, qui m'ont fait dire qu'en réalité, d'élections en France, il y a eu aussi le pouvoir abject de l'argent dans les élections françaises. Et c'est vraiment ça. On est dans une plutocratie dans le monde entier. Moi, je ne sais pas quel modèle j'ai à prendre, mais le modèle démocratique en tant que tel, j'y construis ce qui est national là-dedans. Qu'est-ce qui est national là-dedans? C'est aussi simple que ça. Il s'agit de gens qui se présentent dans des élections et des populations qui viennent pour voter et de pouvoir compter le résultat, qu'il n'y ait pas d'empêchement à ce que les gens aillent aux élections. Là-dessus, chacun a son système et chacun peut faire un système. Et jaloux de mon indépendance et de ma souveraineté, je sais que nous pouvons construire un mode d'accession à tous ces postes de responsabilité en jouant avec la transparence absolue. Cela est possible. Cela, on n'a pas besoin d'un mode international pour ça. Il s'agit simplement que l'on veuille respecter, c'est le cas du Mali, les luttes qui ont eu lieu en 1991 et qui ont imposé le multipartisme comme modèle de prise de pouvoir, comme mode de prise de pouvoir. Et ce mode de prise de pouvoir, quiconque déroge à ce mode de prise de pouvoir doit récolter la vindicte populaire, parce que cela aussi a été consigné dans la Constitution de 1992. Nous avons été très clairs. Le peuple, quand il n'est pas d'accord avec le mode de gestion qui lui a été imposé, a fortiori le fait que les gens aient triché les élections, le peuple a le droit à la désobéissance civile. Et nous revenons donc au Mali pour parler de l'accord politique, et le SADI n'est pas signataire. Bon, vous savez, nous avons créé la COFOP, Coalition des forces patriotiques, comme un mouvement de contestation d'abord du fait que les élections sont mal passées, et ensuite un mouvement qui conteste la prolongation des mandats des députés, et comme une des forces qui rendent responsable le régime actuel que nous considérons comme illégitime et illégal. Alors donc, ça c'est la trame sur laquelle nous avons construit la coalition des forces patriotiques. Maintenant, suite à des soulèvements populaires, le régime a fait partir son Premier ministre. C'est son bon droit. Alors, il a fait partir son Premier ministre et il a mis sur place un nouveau Premier ministre. Pour nous, à Sadi, c'est un non-événement. Ce qui est un événement, c'est l'éveil de conscience populaire qui a exacerbé les contradictions au sein du sommet de l'État
et qui a fait que le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est débarrassé de son premier ministre. Encore que pour nous, c'était une occasion qu'Ibrahim Boubacar Keïta avait pour pouvoir se réconcilier avec son peuple. En quoi faisant? Se réconcilier avec son peuple. En se mettant à la, comment on appelle ça, à la volonté populaire, en se remettant à la volonté populaire. C'était aussi simple que ça. C'était d'appeler les différentes forces politiques, d'échanger avec eux et de choisir dans l'opposition un premier ministre. De choisir dans l'opposition un premier ministre. Et en ce moment-là, le débat pouvait se faire sur ce qu'on va faire, une mission à faire. Mais, ou encore, il vient de choisir un premier ministre, de mettre sur place un gouvernement. Ce gouvernement pouvait être simplement son gouvernement à lui. Ce n'est pas un problème. Mais là, en ce moment-là, il devrait organiser des assises. Ils ont dit que dans l'accord, ils vont faire des assises. Mais ils pouvaient organiser ces assises-là sans les autres, sans nous. C'est une revendication politique à nous. Et en ce moment-là, des résolutions qui vont sortir de ces assises-là allaient nous engager pour pouvoir pour appliquer une mission. Parce que la mission que Ibrahim Boubacar Keïta, en tant que président de la République, a donnée à son gouvernement pendant son premier mandat, cette mission a échoué. Les priorités qu'il a dégagées, ces priorités échouent. D'abord, la sécurité. On n'en parle plus. Tous les Maliens savent qu'aujourd'hui, il y a eu une aggravation de la situation sécuritaire en République du Mali. Tout le monde le sait. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, Ibrahim Boubacar Keïta est le premier, le ministre, le chef suprême des armées. Donc, il est responsable de la déliquescence actuelle de l'armée nationale. Il est le chef suprême de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il est responsable politique et moral du fait que la corruption continue de plus belle, que les détournements de deniers continuent de plus belle. Jusqu'à ce que des magistrats, à son nez et à sa barbe, dénoncent son ministre des Finances comme étant quelqu'un qui aurait fait des fuites financières assez importantes. Donc, de ce point de vue-là, tirant les enseignements de tout ça, de son échec à lui, il aurait pu écouter simplement les populations pour pouvoir voir avec elles qu'est-ce qui pouvait être fait. Alors donc, s'il ne fait pas de cette manière-là, pour nous, au niveau de SADC, rien d'extraordinaire n'a changé, rien n'a changé pour que nous puissions, nous, renoncer à notre combat pour pouvoir rentrer dans un gouvernement dans le but de je ne sais pas quoi faire. Alors donc, nous avons pris cette position-là. Nous sommes un regroupement de partis politiques et d'associations. Chacun est venu avec son identité propre. Alors donc, la loi du nombre, ce n'est pas ce qu'il faut. La loi du nombre ne peut pas s'imposer parce qu'on a l'obligation de respecter l'identité de chaque parti et surtout de voir la trame sur laquelle nous nous sommes entendus. Alors donc maintenant, nous avons pris note du fait que la COFOP est allée signer. Nous avons pris note du fait que le parti SADI n'est pas d'accord à rentrer dans ce gouvernement. Nous avons exposé cela. Maintenant, nous devons nous rencontrer en COFOP et nous allons tous ensemble tirer les enseignements nécessaires et nous allons tirer les conclusions nécessaires par rapport à notre regroupement. Oui, on va tout de suite parler de la COFOP, mais avant, vous aviez dit que vous seriez quand même beaucoup plus attentif si le Premier ministre venait de l'opposition. Mais pourquoi? Un exemple. Mais pourquoi faudrait-il cela? Non, ce n'est pas une exigence. Okay. Je dis, ce n'est pas du tout une exigence. C'est pourquoi je dis, il pouvait construire son gouvernement, il a construit comme il l'a construit. Mais c'est son droit le plus absolu. Mais seulement, de mon jugement personnel, c'est qu'il n'a pas tiré les meilleurs enseignements de cette révolte populaire-là. C'est ça qui est important. Et il aurait pu nous éviter beaucoup d'autres sacrifices à venir. C'est juste un conseil. Il n'est pas obligé de le prendre. Et ce n'est pas une imposition. Mais ce que je dis, nous aussi, nous restons fidèles à notre ligne et nous allons continuer notre combat des lignes. Et qu'est-ce que vous avez à dire à cette grande partie du peuple quand même qui pense que chaque force politique doit quand même adhérer dans ce gouvernement pour aider les pays vraiment à s'en sortir, honorable? Il faut qu'on soit convaincu que c'est pour aider le pays, mais moi je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que c'est pour aider le pays. Encore une fois, si c'était pour aider le pays, vous savez, au sortir des élections présidentielles, le Premier ministre Soumaïla Bouemaïga a fait le tour de tous les partis politiques. Il y a des gens qui ont refusé de le recevoir. Nous l'avons reçu. Même quand notre député a été frappé, laissé pour mort, nous avons rencontré le Premier ministre, comment on appelle ça, Soumaïla Bouemaïga, malgré tout ce que nous avons dit et retenu de la manière dont l'élection présidentielle s'est passée.
Nous l'avons reçu. Mais les discussions qu'on a eues ensemble, nous en sommes restés sur notre fin. Parce qu'il a fait le tour de tous les partis politiques et il avait été très clair. Ceux qui ont accepté de le recevoir, il dit il allait faire la synthèse de toutes ces rencontres-là. Et c'est la synthèse de tous les problèmes qui ont été évoqués. Nous allons nous retrouver. C'était le début des assises au cours desquelles nous allions évoquer et sortir une feuille de route. Ça, c'était une manière extrêmement douce et intelligente et élégante. Mais qu'est-ce que nous avons vu? À peine après avoir fini ces rencontres-là, que Soumelou Bouemaïga, en tant que Premier ministre, donc à l'époque, nous sort un catalogue, un agenda d'élections et tout ce qui est contradiction entre nous. Il a tout évoqué et il voulait qu'on les accompagne. Donc je l'ai eu l'occasion de lui dire, je dis, mais ce n'est pas un dialogue que vous voulez qu'on vous accompagne. Mais vous accompagnez avec la ligne que vous avez, ça ne nous rassure pas. Regardez l'accord. Dans l'accord, qu'est-ce qui est dit là-dedans? L'accord d'abord ramène les chefs de partis politiques à la dimension du Premier ministre. Et le Premier ministre va les gérer. Moi, je ne peux pas être géré par un Premier ministre en tant que chef de parti et candidat à l'élection présidentielle. Si j'ai affaire à quelqu'un, j'ai affaire au président de la République, pas au Premier ministre. Deuxième chose, et non seulement le président de la République, la coalition va travailler, l'Alliance va travailler sur le programme présidentiel. Et c'est très clair là-dedans. Et le président de la République est l'arbitre du jeu. Bon, ça, c'est pas un dialogue. Ça, c'est pour dire aux gens, venez m'aider à sauver mon régime, à continuer dans la même voie que j'ai tracée. Et cette voie-là, nous avons trouvé qu'elle n'était pas efficace. Elle est cousue de problèmes. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que si nous venons dans ce gouvernement, nous allons continuer dans la même trajectoire. Alors nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il faut remettre cela en question. Et nous allons, en partant dans ce gouvernement, pour nous, il s'agit simplement d'aller encore donner dans la confusion. Et après, les gens vont dire on est venu juste à la soupe, comme Bakary Togola a eu à le dire, à se moquer des gens. Et je trouve ça assez fanfaron de sa part. Pour revenir à ceux avec qui vous aviez la même trajectoire, les autres partis de la COFOB, en fait, qui sont signataires quand même de cet accord-là et qui sont même entrés dans le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que c'est le SADI qui quitte la COFOB ou bien c'est la COFOB qui n'existe plus? C'est une belle question, mais je me garde d'aller plus loin parce que nous devons nous rencontrer très bientôt. Dès lundi, demain, il y a une rencontre qui est prévue, on va débattre. Alors, ce qui va sortir de ce débat sera porté à la connaissance du peuple. Une chose est claire, c'est que le SADI ne peut pas se considérer comme un parti d'opposition et ensuite être dans un regroupement qui gomme l'identité oppositionnelle du parti SADI. Ce n'est pas possible. On aurait pu le faire si jamais il y avait un changement d'orientation. D'accord. Maintenant, nous allons passer au dernier axe de notre entretien honorable. Nous allons maintenant parler de l'école malienne. On parle de l'école malienne. Juste 2 mots sur le gouvernement. Juste 2 mots. Allons-y. Vous voyez le gouvernement qui est sorti. Le Premier ministre déjà. Le Premier ministre, je ne parle pas de ce qui a été dit de lui le passé, mais il y a un problème d'orthodoxie financière et un problème institutionnel. Le Premier ministre qui devient ministre de l'économie et des finances. Donc il est le Premier ministre et le dernier des ministres, et le 40e ministre. Il y a 40 ministres pratiquement. Lui, il est le premier, il est le 40e. Parce qu'en tant que ministre de l'économie et des finances, il a le même portefeuille que n'importe quel ministre dans le gouvernement. Et il est Premier ministre. Ensuite, de par sa position de Premier ministre, il est ordonnateur de dépenses. Il est ordonnateur de dépenses et en même temps, il exécute les dépenses. Vous pensez que c'est catholique, ça? Vous pensez, Premier ministre, chargé de l'économie et des finances. On a vu des présidents de la République ici. Ça a été le cas de Modibo Keïta, ça a été le cas de Moussa Traoré, président de la République, ministre de la Défense et de la Sécurité. On a vu ça. Mais prendre l'argent du pays en tant que Premier ministre, ordonné et être Premier ministre en même temps, mais je crois que les autres ministres auront du pain sur la planche. Vu qu'il est le Premier ministre, est-ce que ce n'est pas peut-être parce que la passation va être très très difficile s'il devait le faire tout de suite, s'il devait nommer un ministre de l'économie et des finances tout de suite pour des raisons de passation peut-être?
Mais alors, L'État se donnait un peu de temps de préparer tout ça et de nommer un autre... Donc les autres ministres vont mettre combien de temps pour faire des passations de service? Je crois qu'on est allé pour des beaux jours. Mais je crois qu'à mon avis, le pays est dans une situation assez sérieuse pour qu'on fasse des jeux de la sorte. D'accord. Nous allons maintenant parler de l'école, oui, avec cette grève des enseignants qui dure depuis des mois. Alors, quelle est votre perception d'abord de toute cette grève-là? Tout le monde dit qu'il faut sauver l'année, il faut sauver l'année. Moi, je dis qu'il faut sauver l'école malienne. Il faut revoir le système d'école. Il faut tout revoir. Et vous savez, d'abord, les conditions de vie des enseignants, il faut reconnaître, c'est des conditions catastrophiques. Et nous avons deux types d'enseignement. L'enseignement pour les pauvres et l'enseignement pour les riches. L'enseignement pour les riches, c'est à deux niveaux. L'enseignement pour les pauvres, c'est les écoles communautaires, où pratiquement l'enseignant, il est payé par le troc. Nous sommes de la brousse. Nous savons comment ça se passe. Donc, et nous avons aussi la qualité de l'enseignement. Tout cela découle en réalité de la vision que le régime a par rapport à l'école. Vous avez vu l'enseignement pour les riches. Les écoles publiques où il y a des fonctionnaires sont reconnus comme tels avec différents traitements avec les enseignants du communautaire, sont là. Et en même temps, il y a les écoles privées. Et les écoles privées sont devenues des pompes à sous pour les différents responsables au sein du pouvoir. Alors, donc, le système de l'éducation du Mali, je parlais tantôt de l'armée, je parlais de l'éducation de la même manière, je parlais de la santé de la même manière. Je pense qu'aujourd'hui, la vision que nous avons, qui fait que nous sommes dans un pouvoir des affairistes, la spéculation économique, où l'économie réelle est liquidée, le paysanat est liquidé, les ouvriers sont liquidés, et économiquement par là évidemment, dans un pays de cette nature-là, où l'école est devenue beaucoup plus ce que l'école peut apporter à tel promoteur ou à l'État, je pense qu'il n'y a pas de salut pour ce système éducatif. Et ce système éducatif, pour qu'il change, la formule que j'ai dite, je ne peux même pas faire de proposition en ce moment-là, parce que je dis, c'est comme si on demande à un coq de supporter les charges d'un âne. C'est deux êtres vivants de nature différente qui sont là. Et donc, il ne peut pas faire face au même système, aux mêmes charges. Alors donc, franchement, il faut sauver l'école, mais le sauvetage de l'école passe par la remise en question du politique qui nous gouverne aujourd'hui et qui a été le cas depuis 1992, hélas. En tout cas, au nombre des problèmes auxquels l'école est confrontée, il y a quand même la question de l'AEM dont vous êtes le père fondateur. Alors, comment vous voyez aujourd'hui l'AEM? L'AEM n'appartient plus aux élèves étudiants du Mali, l'AEM appartient aux gens du pouvoir. Le débat à l'école a été liquidé par les gens du pouvoir. Les comités AEM sont mis en place aujourd'hui dans les salons des ministres, dans les salons des députés et au niveau des services de renseignement. Donc c'est le régime qui est responsable de cette situation aujourd'hui et ils ont fait la même mise sur l'école. Les milices qui sont dans les écoles, c'est pourquoi quand je les vois dire on va aller liquider les milices au nord, etc., j'ai dit mon œil. Parce que beaucoup de gens ont dit que c'est eux-mêmes qui sont la base de la création de ces milices de ce côté-là. Aujourd'hui, comment vous pouvez comprendre que des élèves et étudiants sur un campus universitaire détiennent des armes blanches et des armes à feu? Comment vous pouvez comprendre que des élèves et étudiants dans un campus universitaire craquent des millions de francs CFA sortis des caisses de l'État à gérer? Vous pensez que c'est la responsabilité des élèves étudiants, ça? Non. Je l'ai dit quand Kaïdama était premier ministre de Matoumane Touré, j'ai rendu le régime responsable de la question de la violence scolaire. C'est eux qui entretiennent les loupards. On entretient même des militaires en civil pour en faire des loupards. Cela a commencé depuis que le régime a refusé d'appliquer les revendications du mouvement étudiant. Dieu sait que les élèves étudiants ont beaucoup de problèmes. Donc ils ont caporalisé la direction des écoles, ils ont tué la démocratie dans les écoles, et en même temps ils ont mis la violence dans les écoles.
Et ils ont fait taire les élèves étudiants. Et comme les parents ne s'occupent pas de l'école aujourd'hui, on a cette situation-là. Et c'est bon, c'est très simple de dire, oui, c'est l'AEM, oui, c'est l'AEM. Mais non, l'AEM a été créée pour être le syndicat des élèves étudiants du Mali pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Et de mon temps, l'AEM n'a jamais été mêlé à des situations de cette nature-là. Les gens ont raconté plein de choses, mais l'AEM n'a jamais été. On dit, oh, oui, l'AEM était au CTSP. On pense que c'est ça qui était à la chose. Moi, j'en rigole. Parce que j'aimerais simplement avoir ces gens qui disent des choses comme ça en débat contradictoire. Pour leur démontrer que, franchement, s'ils sont de bonne foi, leur démontrer qu'ils sont dans l'erreur. S'ils sont de mauvaise foi, montrer la perfidie de leur raisonnement. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui assaillent l'école. Et ça, c'est la demande d'une solution générale. Mais qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire déjà cette année pour sauver l'année scolaire en cours? Est-ce qu'il y a encore une année scolaire? Moi, je ne vois pas comment une année scolaire, on avait déjà fait un remaniement. Avant que les ministres ne rentrent en fonction, il va falloir on est parti pour au moins un mois. Pour au moins un mois. Alors donc c'est fini, c'est bloqué. On n'a plus d'années scolaires à sauver. Est-ce que nous allons continuer notre temps à sauver des années scolaires? Les gens font référence aux années 91, 92. J'en reviens pour dire que ouais, l'année scolaire, les années facultatives, etc. ont commencé avec l'AEM. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé en 91. On a sorti 3 fois pour faire face au régime de Moussa Traoré avec notre cahier de doléances, qui était au nombre de 17. Et tous les 17 points se retrouvent aujourd'hui non satisfaits. Et je prends un seul exemple. Nous avons dit arrêt de la double division et de la double vacation, construction de salles de classe, depuis les salles de classe, et puis recrutement progressif des enseignants à hauteur de souhait. Mais ça, c'est une revendication que l'AEM a eu à faire en 91. Nous ne sommes pas dans le même problème aujourd'hui. Et quand le régime de Alpha est venu, avec les IBK, tous, ils ont fermé les écoles de formation de maîtres. On était là. Donc ils sont allés à l'opposé de revendications de l'AEM. Et parallèlement à cela, quand on a liquidé l'école publique, allez voir qui sont les promoteurs des écoles privées aujourd'hui au Mali. Et voyez leurs liens avec les hommes au pouvoir. Vous allez vous rendre compte que c'est l'affairisme qui tue l'école. Et l'affairisme est le ciment du pouvoir actuel en place. Et donc, la question de l'école, la question de l'armée ne peut pas être résolue avec ce pouvoir-là. Alors, décréteriez-vous une année blanche cette année? Moi, je ne décrète pas d'année blanche. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une prise de conscience du peuple malien pour qu'on demande au régime de régler la question ou de se démettre. D'accord. Honorable, votre dernier mot en 2 minutes. Le dernier mot, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Je lance un appel au peuple malien. On s'est levé en tant que syndicat, syndicat des enseignants, syndicat des magistrats. Je lance un appel à tous ces syndicats de penser la République et de se convaincre que le régime est incapable. Et de se dire comment nous allons nous organiser pour porter les revendications du syndical à politique. C'est extrêmement important parce que c'est le syndicalisme politique qui a instauré le multipartisme au Mali. Et lorsque l'économie n'est pas démocratique, il appartient aux syndicats d'avoir une hauteur de vue et de poser la problématique même du départ du régime et de la désobéissance civile. Alors donc, je lance un appel donc aux syndicats. Je lance l'appel à ceux qui sont sortis massivement le 10 février, à ceux qui sont sortis massivement le 5 avril, pour leur dire que notre sacrifice, ce mouvement doit être entretenu, doit s'amplifier. Et pour nous, ce remaniement ministériel est un non-événement. Mettons le combat démocratique, mobilisons-nous pour que nous puissions changer la face de notre République. Le pays a suffisamment souffert et ne peut pas continuer à se faire gérer de la manière des magiciens. Merci, honorable Mariko. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission politique d'Africable Télévision qui recevait ce soir l'honorable Omar Mariko, président du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Et avec lui, nous abordions les questions relatives à la vie du parti SADI, l'interpellation de l'ex-ministre de la Défense et des anciens combattants par l'honorable Mariko et sa visite en Russie. Nous avons aussi parlé de
l'accord politique et le refus du SADI d'entrer au gouvernement. Et enfin, nous abordions la question relative à l'école qui traverse une grave crise depuis des mois. Pour ma part, ce fut un grand plaisir de vous servir ce numéro d'émission politique applicable. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup. Merci.